Donc si le début de Torah commence avec la Genèse, avec deux personnages, Adam et Chava, qui ont une relation avec Hachem extrêmement proche. Ils sont dans l'immanence d'Hachem en permanence, et même lorsqu'ils fautent, ils auront un contact direct avec Hachem. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de Adam et Chava. Et plus on s'éloigne de Adam et Chava, plus le contact avec Hachem est médiatisé. Il est fait par intermédiaire. C'est-à-dire que, par exemple, Avraham Avinu va avoir un contact avec Hachem qui se passe plus par des prophéties que par un contact direct. Et qui plus est, c'est un contact qui va être d'autant plus magnifié que Avraham Avinu va rentrer dans un système de mitzvot. Ça, c'est ce qui se passe au niveau d'Avraham. Lorsqu'on descend jusqu'à Yaakov, le lien ne se fait plus en direct, mais que par le biais d'un songe, le fameux songe de Yaakov. Et enfin, lorsqu'on arrive au personnage de Yosef, qui est le deuxième personnage central de la Genèse, lui, il rêve à une époque, mais après il n'a plus de rêve, il ne voit Hachem que dans l'interprétation des rêves. C'est-à-dire que le lien est de plus en plus lointain. On n'est plus en live, on est dans un grand différé. C'est ce qui se passe au niveau de la fin de la Genèse, et ça va aller, entre guillemets, de mal en pis, puisque les enfants d'Israël arrivent en Égypte et vont vivre une expérience shoatique, une expérience d'extermination, petit à petit, et dans laquelle expérience on sent de moins en moins la présence de Dieu. Où est passé le bon Dieu dans un monde où on vient prendre ses enfants, où on vient les utiliser à titre de paille, enfin de briques, oui, puisqu'il n'y a plus de paille. Bref, on a donc un phénomène de dévoilement d'Hachem chez Adam et Chava, et qui atteint, si vous voulez, une chute, un abîme, au niveau de ce qui se passe pour le peuple juif. Mais c'est intéressant, ça va remonter, puisque petit à petit on va vivre l'expérience des plaies, l'immanence d'Hachem dans la sortie, dans la mer Rouge, et ensuite une présence permanente d'Hachem à la fin du livre de Shemot, à travers la bouche des chérubins, Hachem s'exprimait. Donc on est dans un mouvement en V. On avait un point ultime avec Adam et Chava, qui va se précipiter vers les abîmes de l'Égypte, et qui va remonter du creuset de l'Égypte vers le moment de l'édification du Mishkan, qui va être retrouver finalement la proximité du lien avec Hachem. Ce qui est intéressant de faire remarquer, c'est que cette proximité avec Hachem dans le Mishkan, dans le sanctuaire, se fait avec énormément de préalables au niveau mitzvot. C'est-à-dire que le Mishkan est un sanctuaire qui incorporait à l'intérieur de lui énormément de précision au niveau de son édification. Tout se passe comme si nous passions d'un monde du contact direct avec Hachem vers un monde qui va être en permanence médiatisé par la mitzvah. On aborde Hachem, on appréhende Hachem que par le biais d'une mitzvah, et une mitzvah extrêmement précise, qui a une précision chirurgicale. Ce n'est pas une chute de l'homme. On pourrait regarder ça comme étant une chute, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir un rapport spontané avec Hachem. Il faut toujours prendre un loulav, des téphilines, des nérotes de Shabbat, un livre, un sidour pour pouvoir parler avec Hachem. On pourrait voir ça de façon négative comme une descente. En fin de compte, on peut y voir quelque chose de grandiose à partir des propos du Ramchal. C'est une information, c'est un élément de culture juive essentiel à attraper, à avoir. Le Ramchal, dans un livre qui s'appelle, donc un maître de la Kabbalah, dans un livre qui s'appelle le Derech Hashem, pose des questions essentielles au niveau philosophique, au niveau métaphysique. Pourquoi Hachem a créé le monde? Qu'est-ce qui fait qu'Hachem a créé le monde? Et il répond, donc il faudrait étudier un à un tous les textes qu'il donne, mais je vous donne très rapidement en succinct. Alors la thèse du Ramchal et de la Kabbalah, c'est de dire que Hachem a créé le monde par chesed, par bonté, par volonté de don. Maintenant, dans cette volonté de don, il a voulu nous faire plaisir, nous faire du bien. Il crée un homme, et il lui incorpore un processus à l'intérieur de lui qui s'appelle la Neshama. Neshama qui, elle, donc notre respiration, notre âme, qui, elle, était logée sous le Kisakavod, sous le trône céleste, qui était nourrie en permanence, l'âme humaine était nourrie en permanence par Hachem. Et à partir du moment où elle va être incorporée dans un corps charnel, le moteur commence à grincer. Pourquoi il grince? Parce que finalement, notre volonté sera la résultante, d'un côté de nos pulsions au niveau charnel, et de l'autre de notre réflexion au niveau conscience. On va passer notre vie à tirailler entre est-ce que je fais ce que j'ai envie, ce qui est bon pour moi, ou ce qui est bien pour moi. Cette dialectique du bien
et du bon. Le bon, ça se réfère à ce qui me fait du bien, enfin qui me fait plaisir, pardon. Et le bien, c'est ce qui est bien au niveau moral. Cette dialectique en question, c'est tout le combat d'un individu. Maintenant, pourquoi ce combat qu'on mène pendant 120 ans? Tout simplement, explique le Ramchal, et c'est le point essentiel, c'est que à partir du moment où tu es dans la lutte permanente, tu n'auras pas un arrière-goût de ce qu'il appelle le Na'ama Dekisufa, le pain de la honte, c'est-à-dire, tant que tu es nourri, logé, blanchi par Hachem au niveau de ta structure spirituelle, alors tu peux éprouver une sensation de mal à l'aise, c'est-à-dire, je suis dans l'extase spirituelle, mais j'ai rien fait pour. Ce n'est qu'à partir du moment où je mets en place un travail, que je finis par aimer ce que je suis. Donc Hachem nous met dans un creuset complexe, cette lutte permanente qu'on a, ta conscience, pas ta conscience. Ouais. Je donne des informations, je fais de la rétention. Je suis quelqu'un d'honnête ou je suis quelqu'un de malhonnête. Je fais ce que j'ai envie ou bien j'essaie d'avoir un minimum de conscience. Toutes ces questions qu'un individu se pose sont là pour lui donner le goût de lui-même. Parce que si j'atteins avec ça des degrés de spiritualité, je pourrais dire que ce n'est pas un héritage, ni un don d'Hachem, mais c'est quelque chose que j'ai construit moi-même. Donc, pour ne pas qu'on ait cette sensation insipide de recevoir tout d'Hachem, il nous a mis dans un contexte qui s'appelle un contexte dans lequel nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas des anges qui vont opérer comme des machines. On a en permanence le libre arbitre de faire les 400 coups, chacun à son niveau. Ouais. Et c'est ça qui te donne finalement un goût de ta démarche. Sans quoi, si tu étais naturellement spirituel, tu finirais par avoir un dégoût de toi. Et donc, le but d'Hachem, étant donné qu'il a créé le monde avec du chesed, le chesed impose la difficulté. Le chesed impose le piège, sans quoi on n'a pas le goût de nous-mêmes. Dieu, il aurait pu nous créer sans qu'on éprouve de sentiments de honte à recevoir sans limite. Excellente question. Il aurait pu très bien nous créer sans ce sentiment de honte, donc en fait il nous aurait lobotomisés. Ça aurait été le meilleur des mondes, ouais. Mais ça veut dire que c'est plus le défi. Ça s'appelle les anges. Le monde des anges, c'est ça. Ils n'éprouvent aucune espèce de regret d'avoir été créé comme ça. L'enjeu et le défi, et c'est pour ça que nous on aura une jouissance beaucoup plus puissante que les anges, parce qu'un ange obéit à Hachem, il n'éprouve absolument aucune espèce de joie, parce qu'il n'y a aucune résistance par rapport à ça. Ou sa résistance est extrêmement limitée. Lorsque nous obéissons à Hachem, lorsque tu fais une mitzvah, tu construis un mishkan, tu peux lever le nez, te sentir avoir le nez en l'air en disant waouh, c'est magnifique. Vous avez tous ici le devoir, lorsque vous sortirez du cours, de sortir avec le nez en l'air. En vous disant, mais je suis grandiose. J'aurais pu aller faire n'importe quoi ce soir. Ouais, ça caille comme c'est pas possible. À l'intérieur comme à l'extérieur, non, je rigole. Ouais. Donc, et personne ne connaissait l'épisode d'Ariel. Donc, ouais. Être capable de relever ce défi, de se dire, voilà, j'ai envie de me construire, et c'est complexe, ça demande un travail. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homme dans sa jouissance. Donc, si on n'avait pas eu ce sentiment de dégoût, on n'aurait pas eu non plus le sentiment de jouissance. Ouais, donc ça va de pair. Ça c'est donc le Ramchal, donc juste pour vous dire que, en regardant les choses en perspective, on débouche vers un rapport hyper médiatisé avec Hachem, des centaines de mitzvot, une précision incroyable dans la construction du Mishkan. Ouais, tu pourrais dire, mais ça fait opacité avec Hachem. Ce qui compte, c'est le cœur. Ouais. Ça brouille toutes ces mitzvot. Ouais. Réponse, non, mon ami. La difficulté que tu vas éprouver à rentrer dans ce canevas de la mitzvah, c'est ça qui va te permettre, in fine, de goûter à toi-même. C'est ça en fait le point. Bon. Ceci étant dit, je voudrais juste donc qu'on travaille ensemble. C'est un vrai travail qu'on va faire ensemble. Désolé pour ceux qui voulaient mode conférence. Alors regardez, on va essayer de comprendre l'enjeu essentiel de ce qui se passe dans cet esclavage et cette sortie d'esclavage. Première des choses, et c'est assez intéressant, c'est avant-coureur dans le texte de la Torah, au moment où même le texte nous renseigne sur le fait qu'on va rentrer dans une oppression, parce qu'il y a un nouveau roi qui se lève sur l'Égypte, et Rachi nous précise. Ne crois pas que c'est un nouveau Ramsès qui débarque. C'est le même Ramsès qui a été béni par Yaakov, qui a été sauvé par Yosef, qui a eu une fidélité incroyable avec Yosef, qui a autorisé Yosef
a enterré son père Yaakov en Israël et pas en Égypte pour en faire un mausolée magnifique. Le même pharaon va tout simplement couper totalement avec son passé. Et s'il y a quelque chose de psychanalytique à attraper ici, j'ai vu un texte de Rav Aviges là-dessus qui est brillant. Je n'ai pas saisi tous les contours, je devais faire un cours là-dessus, j'ai choisi autre chose, pas de livre, de Forman, peu importe. En tout cas, il faut bien comprendre ce qui se passe d'après Rachi. C'est le même bonhomme, c'est pas un nouveau gouvernement. C'est pas qu'on est passé du Front Populaire à Vichy, c'est pas ça. C'est autre chose qui se passe ici. Ouais. C'est un bonhomme qui a besoin de couper avec son maître. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant, j'ai pas le temps d'en parler. Mais le texte dont tu dis, Vayakom el Echadash, je suis dans le grand 2 petit a. Vayakom el Echadash al Mitrei Machalo Yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Un commentaire brillant du Sforno, Sforno c'est un maître du Moyen-Âge, qui dit que, ça veut dire quoi, il ne connaissait pas Yosef? Le sens classique, c'est de dire, je vais faire comme si on n'avait aucune dette par rapport à Yosef. Yosef, finalement, c'était un petit peu celui qui a sauvé l'Égypte et donc le monde de la famine. C'est un petit peu l'équivalent du Don Yitzhak Abarbanel en Espagne, ministre des Finances de la reine. C'est celui donc sur lequel reposait toute la richesse du monde. Et le texte dit, ben voilà, il ne reconnaît plus les bienfaits de Yosef, et donc il va s'acharner sur le peuple juif. Une fois que Yosef est mort, il va s'acharner sur les juifs. Est-ce qu'on peut lire comme ça le classique? Mais la lecture plus subtile, plus sophistiquée qui est proposée par le Sforno, et c'est un petit peu le principe de Shivim Panim la Torah, en fait, chacun des versets n'est jamais engoncé dans un sens. Il y a plusieurs sens possibles, et c'est ça qui fait la richesse du texte. Ouais, parce qu'en fait, on peut lire le texte de la Torah avec plusieurs niveaux. Alors, le niveau que propose le Sforno est suivant. Que veut dire il ne connaissait pas Yosef? Va'amar asher lo yada et Yosef, ki lo yada ma shekara li Yosef. Pharaon n'a pas su l'historique de Yosef. Lui, il l'a pris dans une géole. On m'a dit que c'était un super marabout qui savait parfaitement interpréter les rêves les plus incroyables. Donc il dit très bien, j'ai un marabout qui est en prison, je m'en fiche pourquoi il est en prison. Trafic de drogue, proxénétisme, peu importe. Je le prends, il est utile, on le prend, on le met ministre des Finances. Mais il ne connaissait pas le background de Yosef. C'est quoi le background de Yosef, nous dit le texte? Il ne connaissait pas ce qui s'est passé à Yosef, il n'a pas connu l'historique de Yosef. Car ses propres frères qui étaient des puissances ont utilisé, se sont ingéniés avec de toute leur force pour le faire disparaître, pour annuler ses rêves. Et tous les stratagèmes qu'ils ont mis en place, les frères, n'ont pas marché. Il n'y a rien qui a marché. Car la volonté d'Akadosh Baruch Hu était greffée sur le personnage de Yosef, les gadlo pour les faire grandir, les daver, les dvar elokenu yakum leolam. Et lorsque Hachem veut quelque chose, il n'y a rien qui peut arrêter ce projet du bon Dieu. Et car paro amar pen yirbe neged ratzona ken idbarer shamar ken yirbe. Il dit donc, ce que Pharaon n'avait pas compris, on va dire en 2 mots, c'est que ils ont voulu enterrer Yosef, ils ont oublié que c'était une graine. Et quand tu enterres une graine, elle fait tôt ou tard des pousses. C'est exactement ce qu'on appelle le syndrome Yosef. Tu as beau t'acharner sur le personnage avec l'intelligence la plus machiavélique, sache que lorsque Yosef doit devenir roi d'Égypte, personne ne pourra entraver cette marche inéluctable de l'interférence divine dans l'histoire. Ça, c'est ce que veut dire le texte. Quand on dit que c'est un nouveau roi qui s'est levé, qui ne connaissait pas Yosef, ce n'est pas un problème de Kifouï Tova, c'est-à-dire d'ingratitude. C'est une lecture possible. C'est, t'as pas compris à qui t'as affaire là. T'as affaire à Yosef. Les descendants de Yosef, ils sont comme Yosef. Tu vas voir les enterrer, tu vas voir les enliser, et tu vas ne participer, tu vas ne faire qu'une seule chose, c'est jeter les bases de ta propre destruction pour permettre l'émergence d'un peuple qui était qu'une famille, qui est devenu un peuple de 18 millions d'âmes. 3 millions au final, mais 18 millions d'âmes. C'est ça en fait que tu es en train de mettre en place, et effectivement, on va assister au plus grand baby-boom de l'histoire du monde, un baby-boom à l'intérieur de Auschwitz, dans un camp de concentration. Ça, là, le paradoxe. Ça veut dire, t'as beau t'ingénier, tout ce que tu mettras en place va se retourner contre toi. C'est ça le syndrome Yosef. Donc, première des choses qui est importante, nous portons en nous, de façon historique, cette faculté de rebondir, pas lorsqu'on a une petite claque, lorsque tu es au plus profond du précipice. Première des choses. Deuxième des choses, je vous marque ici, il y a presque un sens de l'humour qui est développé par le texte, qui est amené par le Sforno.
puisque, rappelez-vous, le projet démoniaque de Pharaon, nous dit le texte, Abba nitrakemalo pen irbe. Venez, usons d'expédients contre elle, contre la nation juive, pen irbe de peur qu'il se multiplie, vayakitik rena milchama, et demain va se lever une guerre, venosav gamou nous, ils vont, les juifs, créer un état dans l'état, ils vont s'associer à nos belligérants, venilcham banu ve'ala min haaretz, ils vont nous combattre et nous sortir de la province. Donc en 2 mots, notre cher Pharaon est en train d'utiliser un argument qui est le suivant: c'est dangereux de laisser exister à l'intérieur de l'Égypte un peuple qui pullule tellement, qui grandit tellement, car demain ce sera un contre-pouvoir par rapport aux Égyptiens, et lorsqu'on sera attaqué, ils vont en profiter. Ça, c'est ce que propose comme stratégie Pharaon. Et le texte nous dit penirbe de peur qu'il se multiplie. Et il y a un jeu de mots qui est utilisé par la Torah, mais vekache yanuto, et plus il nous bastonnait, Pharaon, kenirbe, plus on se multipliait, vechanifrotz, et plus on grossissait, veyakutsu mipene bene Israël, et les Égyptiens sont devenus écœurés des béné Israël. Ça veut dire, tu mets en place des lois de limitation de naissance, tu mets en place de la torture, tu mets en place tous les édifices les plus machiavéliques, et en fin de compte, le peuple juif ne cesse de grandir, ne cesse de croître. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que je vous ai marqué ici en rouge dans le texte, c'est que lui disait penirbe, et la réponse du peuple suisse, c'est kenirbe, comme un jeu de mots. Toi, tu dis de peur que tu grandisses, et je te réponds oui, je vais grandir. Ça donne pas en français, mais ça donne en hébreu pen et ken. C'est presque les mêmes lettres d'ailleurs. Il y a une sorte de glissement, presque un jeu de mots qui est mis en place. Une sorte de lecture humoristique qui s'appelle le renversement, qui s'appelle la chute. Ce que tu crois mettre en place va se retourner contre toi, et au contraire, plus tu vas appuyer sur le ressort, plus le ressort il va te ressortir. Il va t'exploser en pleine figure. Et c'est ça qui se passe. Je traduis en français si vous voulez. Les ingrédients qu'on met en place ici, c'est le sommet de l'oppression sur un peuple, et on va voir que c'est valable aussi pour un individu, et que toute cette énergie qui est mise en place contre un peuple va permettre au peuple justement de croître. C'est le principe. C'est comme si, je vous traduis en français, en termes du jeu de mots, on te fait peur par rapport à un avenir de dèche, tu réponds j'ai la pêche. Dèche pêche. On te parle d'une résignation par rapport à tous tes problèmes, tu dis non, résolution. Non, résolution. Résignation, résolution. Réponse juive. Réponse juive par rapport au pire des catastrophes. On te parle de l'aspect affreux, l'aspect difficile et affreux du célibat, tu réponds ketouba. Célibat, ketouba. Ouais. On te parle de tanné, tu réponds aîné. Ouais, c'est-à-dire non-stop. Le tac au tac. Le tac au tac avec presque une pointe d'humour, c'est ça qui se passe. Penirbe, kenirbe. Ça, c'est la traduction de penirbe, kenirbe. Ça, c'est ce qui se trame ici. Et c'est très important de défiler tous les contours du type d'oppression que nous avons eu. Nous avons eu une oppression extrêmement méthodique. Ne croyez pas que du jour au lendemain, Pharaon s'est levé et est venu asservir une nation entière. C'est beaucoup plus subtil que ça. Cet asservissement s'est fait peu à peu. C'est-à-dire au début, Pharaon a commencé à lancer une politique des grands travaux. Type 1945, Bretton Woods, voilà, on va faire des grands travaux. Et lorsqu'il y a une politique des grands travaux, tout le monde met la main à la pâte. Le premier Pharaon est venu prendre des poutres. Et donc les Juifs qui voyaient ça, ils disaient attends, c'est la honte. On est des citoyens égyptiens. C'est la moindre des choses qu'on participe. Une demi-heure comme ça, on va travailler un peu pour montrer qu'on n'est pas des parasites. Seuls sont restés la tribu de Lévi qui étaient des véritables parasites. Ils n'ont pas voulu, en tout cas, ils ont voulu jouer les parasites, ils n'ont pas voulu mettre la main à la pâte, ils voulaient rester accrochés à l'étude de la Torah. Et voilà que les Juifs ont commencé à mordre à l'hameçon, et de fil en aiguille, une demi-heure, une heure, ainsi de suite. Et petit à petit, ils se sont enlisés dans un esclavage extrêmement subtil. Pourquoi subtil? Parce que finalement, c'était plus Pharaon qui les rendait esclaves, c'est eux-mêmes qui se sentaient esclaves. Et lorsque tu arrives à ce point à servir un individu, créer un assujettissement à l'individu,
alors il entretient lui-même la dynamique de l'asservissement. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'Égypte. Et donc on a, si vous voulez, le modèle par excellence de toute forme d'assujettissement et de toute forme d'oppression. Évidemment, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est pas faire un descriptif de ce qui s'est passé, c'est de voir quels sont les leviers à actionner pour sortir de toute forme d'oppression. Je vous demande de faire un tout petit travail personnel. Essayez de réfléchir quelles sont personnellement vos zones d'impression pour qu'ensuite, lorsqu'on va voir comment Moshe Rabbeinu a fonctionné, on pourra s'inspirer de lui, parce que Moshe va être le principal levier de libération. On va pouvoir s'inspirer de la technique qu'a mise en place Moshe pour sortir tout un peuple d'Égypte et, a fortiori, si Moshe, les techniques qu'il a mises en place pour sortir un peuple d'Égypte, de son oppression, marchent pour un peuple, elles marcheront forcément pour un individu, et encore plus, évidemment, au XXIe siècle, puisqu'il n'y a pas de temps dans la Torah, il y a un événement historique, mais comme dit le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, c'est un événement historique qui a été marqué par une avalanche d'énergie cosmique qui ont permis cette sortie du peuple du plus grand Alcatraz de tous les temps, mais cette avalanche d'énergie cosmique souffle à chaque 15 Nissan, et à chaque époque, on a cette faculté de pouvoir sortir de sa propre Égypte. Donc évidemment, nous actualisons en permanence le texte de la Torah, parce qu'il n'a pas été là pour créer un livre d'histoire, il a été là justement pour te permettre, toi, juif du XXIe siècle, de pouvoir regarder ta vie avec un regard théorique, avec un regard proche d'Hachem. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Je vous demande juste de réfléchir pendant 3 minutes, le temps que je puisse siroter 2 ou 3 verres, de réfléchir à tout ce qui s'appelle les zones d'oppression. Et vous n'êtes pas obligé de me les dire, mais vous pouvez juste me les dire de façon générale. Qu'est-ce que vous entendez par oppression dans la vie? Où est-ce qu'on voit de l'oppression dans la vie? Donc, n'ayez pas peur de... Enfin, vous n'avez pas besoin de parler des votes, mais juste de dire, voilà, dans la vie, il y a telle et telle oppression. Tel et tel livre parle de telle et telle oppression. Ça m'intéresse de faire un relevé des oppressions classiques et de voir dans quelle mesure ce que Moshe a mis en place est peut-être une solution pour sortir de cette oppression. Et la pression sociale L'oppression, la pression ou l'oppression, ça revient même. L'oppression sociale, qu'est-ce que tu appelles l'oppression sociale, Myriam? De façon générale, je pense que le regard des autres, ça joue beaucoup. Très bien. Le regard des autres joue beaucoup dans notre façon de parler, de nous vêtir, dans nos vacances. Je suis d'accord avec toi. Ouais, on est un petit peu tous tentés d'aller un peu là où tout le monde est allé. Donc il y a ce qu'on appelle un diktat social qui est vécu comme une oppression. Très bien, ensuite, je valide. Oppression psychologique, c'est-à-dire? Il y a toujours, dans une relation avec 2 personnes, il y a toujours un dominant et un dominé. Ouais. Il y a toujours un principe de dominant-dominé dans toute relation. Et le dominant, s'il sait mal gérer cette position dominante, parce qu'en fait, une vraie relation équilibrée, c'est des phases de position haute et de position basse en fonction du domaine. Dans un couple, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de domination. Il y a des positions dominantes en fonction des sujets. Ouais, donc il y a une permanente, il n'y a pas d'égalité, il y a une permanence jeu dynamique. Mais le dominant pourrait devenir hégémonique, c'est le danger. Ouais. Et donc ne pas suffisamment laisser de place à l'autre, et donc on rentre dans un danger d'oppression psychologique, et on en a des centaines d'exemples d'oppression psychologique dans toutes les relations humaines, quelle qu'elle soit. Ça veut dire, ça peut être la relation patron-salarié, ça peut être la relation parent-enfant, ça peut être enfant-parent. Ouais, lorsque les enfants deviennent rois, ouais, donc il y a des notions de pression psychologique qu'il y a entre les frères, il y a tous les domaines de la vie, il y a des notions d'oppression psychologique. Très juste. Ensuite, oppression physique, ouais, c'est bras de fer. Ouais, on te prend, tout à fait. Ensuite. Personnel, mental. C'est-à-dire que soi-même, on peut être oppressé par ses phobies, par ses... Très bien. L'auto-oppression. Ce que l'on appelle l'auto-oppression, ça veut dire, parfois c'est pas forcément l'extérieur qui met ça en place, c'est que je suis sous l'oppression d'une image que j'ai de moi, d'une phobie que j'ai récupérée par rapport à tel et tel traumatisme de ma vie qui joue pour moi le rôle de boulet. Toute ma vie, et je sens que j'ai un boulet que je traîne et qui fait que j'arrive pas à faire ça, un échec amoureux, n'importe quoi. Alors, peut jouer dans la vie le rôle de ce... Tu peux me... J'ai l'impression que mon fil... Non, t'as pas de fil. T'as une batterie? Tu peux me filer la tienne? Ouais. D'accord, donc il y a une gamme d'oppression dans la physique, sentimentale, psychologique, sociale.
je pense qu'on a listé pas mal d'oppression. Et l'autre, j'ai bien aimé aussi l'idée de l'auto-oppression. Alors, génial. On va maintenant, si vous voulez bien, voyager à travers le temps et voir un petit peu comment Moshe s'en est sorti. Enfin, comment Moshe va devenir le facteur essentiel de la libération du peuple juif. Je vais marquer quelque chose que j'avais cité il n'y a pas très longtemps, mais je vais le reciter, c'est pas grave. La première des choses qu'on dit sur Moshe Rabbeinu, donc on va voir dans le personnage de Moshe Rabbeinu les ingrédients essentiels qui pourront nous permettre, nous, de pouvoir sortir de toute forme d'oppression. Premier ingrédient que je ne vais pas marquer ici, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Moshe, la première des choses qu'il fait lorsqu'il sort du palais, le palais cossu, le coton dans lequel il a été éduqué, le texte de la Torah nous dit Vayar Besilotam, il a vu la douleur de ses frères. Et c'est un exploit, parce que lorsque dans ta vie, tu as connu qu'un monde dans du coton, un monde de joie, un monde de non-manque, c'est extrêmement complexe de se mettre dans la peau de l'autre. Il arrive, il est capable de porter son regard et nous dit, Rachid, c'est pas seulement qu'il voit, comme un journaliste de Paris Match, la douleur des Juifs en esclavage. Il fait beaucoup plus que ça. Vayar, nous dit Rachid, Nathan libo veloelim enav. Il a porté son cœur, ça veut dire qu'il a palpité avec ses frères. Et c'est pas évident de palpiter par rapport aux problèmes de l'autre lorsque toi, t'as jamais vécu ça. Ça, c'est la première des choses. C'est le principe de l'empathie. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient, ça, on s'y attendait, pour être un leader, pour s'occuper du peuple, il faut un minimum d'empathie. Non, ce qui est plus subtil, c'est le rapport que Moshe va tisser avec le divin. Je vous rappelle que Moshe Rabbeinu n'est pas naturellement un mystique. Et on va démontrer ici que la révélation dans le fameux buisson ardent n'a rien à voir avec les révélations type Jésus, Mahomet ou Jeanne d'Arc. Je vais vous le démontrer dans le texte. Toutes les religions qui ont voulu nous copier ont initié une prétendue révélation du bon Dieu qui d'un coup débarque. On va voir que c'est pas comme ça que ça se passe chez Moshe Rabbeinu. Je vous lis le texte, il vaut le détour. Où Moshe Yaroé et son Yitro Chotno. Or Moïse faisait paître les brebis de Jitro, son beau-père, prêtre de Midian. Il avait conduit le bétail au fond du désert et était parvenu à la montagne divine au mont Chorev. Donc lui, il ne sait pas qu'elle est divine. Rachid, c'est par rapport au futur, c'est là que va être donnée la Torah, mais pour l'instant, il va faire paître ses brebis. Et le texte nous dit, Rachid, qu'il est allé très très loin. Pourquoi très très loin? Parce qu'il ne voulait pas prendre chez autrui. Donc il faisait attention au vol. Maintenant, le texte continue. Vaya Malach Hashem Elav, un ange du Seigneur lui apparut dans un jet de flamme au milieu d'un buisson. Donc il y a un buisson qui est en train de brûler. Il remarqua que le buisson était en feu et cependant ne se consumait point. Donc il voit un phénomène paranormal, c'est qu'il y a la combustion d'un bois, le buisson, qui n'est pas une combustion. Et donc il est intrigué, nous dit le texte, Moïse se dit, je veux m'approcher, je veux examiner ce grand phénomène, pourquoi le buisson ne se consume pas? Il y a une sorte de David Copperfield qui est là-dedans, c'est pas possible. Un miracle. Donc il s'approche. Vayar Hashem qui sar lirot. Le texte, faites attention, dit. L'Éternel vit qu'il s'approchait pour regarder. Il nous dit le texte. Alors Dieu l'appela au sein du buisson, disant Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce texte? Si vous analysez bien les relations de cause à effet. Ça c'est après, je t'ai pas montré la suite donc tu peux pas le dire, mais c'est vrai qu'il n'est pas surpris. Il a attendu qu'il s'approche. Quoi? Il a attendu qu'il s'approche. Qui a attendu ça? Dieu. Dieu a attendu qu'il s'approche, et le texte précise. Pour regarder. Une fois que Hachem a vu que Moshe s'approchait pour voir, c'est là qu'il s'exprime. Sous-entendu, si Moshe n'avait pas vu, pas de bras, pas de chocolat. Ça veut dire Hachem ne serait pas apparu à lui. Donc, sous-entendu, ce n'est que parce que Moshe est intrigué par ce phénomène paranormal que Hachem décide de s'adresser à lui. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, à votre avis, comment nous aurions réagi par rapport à ce buisson ardent?
Hachem et ou de dire me voici. Là, c'est l'inverse. Non, non. Hachem, non, ça c'est pas. Non. Comment? Barbecue, on avait fait à la hache, ouais. Maintenant, je vais vous dire. Le fait que Moshe est intrigué, c'est ça le point de départ de la sortie d'oppression. Vous entendez ce que je dis ou pas? C'est pas du tout évident d'être intrigué. Première des preuves à cela, c'est que nous rencontrons tous les jours des buissons ardents. Pour ceux qui ont des cuisinières à gaz, nous sommes en face d'un phénomène incroyable paranormal. Il y a une flamme, un feu avec du gaz, et ça ne se consume pas. On va dire, attends, c'est marrant, le minimum de connaissance des matériaux, c'est de la fonte ou c'est du, je sais pas, de l'aluminium, je sais pas, ouais. C'est normal que ça ne fonde pas bien. De façon générale, ce qui est important à comprendre, c'est que lorsque je vois un phénomène qui s'appelle la combustion d'un buisson, pour moi, à moins qu'il y ait un incendie, j'ai aucune raison de m'arrêter à cela. Ça veut dire, pour se rendre compte que le buisson ne se consume pas, encore faut-il observer pendant un bon laps de temps. Si je fais un arrêt sur image, sur une photo de quelque chose qui crame, qui prend feu, il faut rester un laps de temps suffisamment grand pour se dire, tiens, c'est bizarre. Entre l'instant T et T plus 5 secondes ou 10 secondes ou 1 minute, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, d'ores et déjà, ce qui est intéressant, c'est que Moshe a une faculté d'observation. Primo. Secondo, je donne une expérience que j'ai citée déjà ici, qui est une expérience qui a été mise en place par des psychologues pour démontrer ce que je vais vous dire maintenant, ce que l'on voit ici dans le texte. Alors, l'idée est la suivante, c'est qu'ils réunissent des enfants et ils leur distribuent un jeu de cartes de 100 cartes qui est truqué. Dans ce jeu de cartes de 100 cartes, il y a une carte qui est truquée, c'est le 2 de cœur. En fait, dans le 2 de cœur, la carte du 2 de cœur, pour les spécialistes du poker, non, il y a du 2 dans les pokers, on n'avait pas de 2, non, pardon. Donc pour les spécialistes du rami ou de la belote, ou je sais pas, bref. Alors dans le 2 de cœur, ils ont marqué un 3, mais il n'y a que 2 cœurs. Donc c'est une carte qui est truquée. Donc il y a 2 cœurs, ouais, et il y a marqué 3 de cœur. Ils font passer les cartes devant les yeux des enfants, et ils doivent dire, en restant maximum 3 secondes sur une carte, quelle est la carte. Donc ça défile, valet de pique, dame de cœur, roi de trèfle, 1, 2, as de trèfle, as de cœur. Ils arrivent sur le 2 de cœur. Vous avez un groupe d'enfants qui va dire 2 de cœur, et un autre groupe qui va dire 3 de cœur. Il n'y a pas un enfant qui dit, la carte est truquée, la carte est fausse. C'est-à-dire, cette expérience prouve que quoi? Que nous sommes habitués à regarder ce à quoi on s'attend. J'ai un préjugé de ce que je vais voir qui fait que je vois en fonction du préjugé que j'ai. Nous serions tous passés devant le buisson en regardant le buisson en se disant bah, tiens, il est en train de brûler. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui est capable de porter sur la vie un regard totalement vierge, totalement dénué de ce qui s'attend à voir. Ça veut dire quoi? J'ai un regard dénué de ce que je m'attends à voir. Ça veut dire très simplement dans les relations humaines. Et ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Lorsqu'on a des relations humaines qui sont toutes selon ce modèle de la dialectique du maître et de l'esclave, et qui créent toujours des formes de tension, nous avons l'habitude de regarder autrui en fonction de ce que je sais de lui qui s'appelle son mode de fonctionnement. Je sais très bien que tu fonctionnes comme ça. Je te connais depuis suffisamment de temps et je peux même anticiper ta réaction. Ça, c'est notre billet de regard sur l'autre. Je sais pertinemment comment tu fonctionnes et donc j'attends de toi que le mode de fonctionnement auquel j'ai toujours été habitué. Ça veut dire dans ma relation humaine, je ne te laisserai jamais la latitude d'agir de façon spontanée. Tout ce que tu feras sera toujours connecté à une idée préconçue que j'ai de toi. Je ne te laisserai jamais évoluer. Et c'est vrai que de façon générale, la plupart des gens fonctionnent
de façon mécanique. On pardonne. Quand on pardonne, on laisse la personne évoluer. On pardonne, oui, 100%. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas comment je vais gérer la façon qu'il a de toujours se planter. Ce qui m'intéresse, c'est le regard que je vais porter, qui est un regard précurseur. À tous les coups, tu vas réagir comme ça. Je te connais, tu vas réagir comme ça. Lorsque je porte ce regard sur l'autre, sans m'en rendre compte, je l'enferme dans une prison qui est, il ne pourra pas envisager un autre mode de fonctionnement. Je donne un exemple très simple. Lorsque je fais des cours sur le philo, l'éducation, j'espère que ça vous concernera très 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 bientôt. Alors, je m'inspire beaucoup de Rav Yakovson, il raconte une histoire très très impressionnante. Il y avait un jour une jeune fille qui a voulu faire une surprise à sa maman. Elle est partie donc travailler, et la fille était restée un jour de vacances. Elle s'est dit, c'est l'anniversaire de maman, j'ai envie de lui faire un kiff. Quand elle revient, je lui fais la maison. Ouais, d'habitude, elle galère toujours, elle revient du boulot, elle est fatiguée, elle doit faire la maison. Elle se dit, je vais lui faire, c'est son anniversaire, c'est pour moi, je fais la maison. Maintenant, le contexte est le suivant. La maman est une femme ultra méticuleuse. Ouais, le type de femme qui vous font une réception, qui finit à 3h du matin, non seulement elle te range tout dans la maison, elle te fait toutes les vaisselles à 3h du matin alors que le lendemain la femme de ménage vient. Mais après les vaisselles, elle va te prendre un torchon, elle va t'essuyer l'évier, ouais, l'évier pour qu'il n'y ait pas des gouttes dans l'évier. Tu dis non, c'est pas possible, ouais, bon, bref. Ça, il y a certaines personnes qui sont hyper méticuleuses et malheureusement la fille ne suivait pas le rythme. La fille était plutôt zen, tranquille, bide, relax, max, cool Raoul, ouais, Pénard, Léonard. Ouais, il y a des natures qui sont hyper méticuleuses, des natures plutôt détentes. Ça arrive, ouais. Et c'est pas parce que toi, tu as une nature hyper méticuleuse que ça passe dans les gènes. C'est un grand scoop, ouais, qu'on peut observer, mais il y a des choses qui passent dans les gènes et des choses qui ne passent pas. Donc tes délires, ben, des fois, ça passe pas. Tes zones de performance, ça passe pas du tout. Des fois, au contraire, Hachem t'envoie exactement l'inverse de ce que tu es. Et d'un coup, tu te dis, mais c'est pas possible, mais comment la personne fonctionne, cet enfant fonctionne, c'est pas possible. Mais moi, à sa place, j'aurais pas fait ça. Ouais, mais toi, à ta place, t'es pas la même structure, pas la même neshama, pas la même personne, bref. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Alors, voilà que cette fille voulait, mais au moment où elle veut, elle se dit, je vais faire la maison. Elle regarde la maison, les chambres des enfants, les lits des fées, les lits des parents des fées, les trucs, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Elle se dit, c'est pas grave, je vais faire le salon et la cuisine, c'est pas mal, le salon en cuisine. Elle arrive dans le salon, elle voit les magazines par terre, les trucs, elle dit bon, non, ça, je vais faire la cuisine. Et de fil en aiguille, la fille, elle n'a rien fait. Alors, je parle d'une fille qui n'était pas une paresseuse. C'est une fille qui avait vraiment envie de faire plaisir à sa maman de façon fondamentale. Et qu'est-ce qui se passait à chaque fois qu'elle voulait mettre la main à la pâte? Elle avait en permanence le spectre de sa mère qui revenait, les mots de sa mère qui revenaient, qui lui disaient en permanence « Mais c'est pas comme ça, il faut aller jusqu'au bout, tu n'y arriveras jamais, tu fais toujours les choses à moitié, tu n'y arriveras jamais, tu fais toujours les choses à moitié, tu n'y arriveras jamais. » Elle lui a tellement insufflé ce « tu n'y arriveras jamais » que c'est quelque chose qui retentit à l'intérieur de sa tête et elle s'est créée une image d'elle-même qui n'y arrivera jamais et donc la traduction évidente, c'est qu'elle ne pourra pas y arriver. La maman est devenue l'architecte du concept de soi négatif de sa fille, qui fait que sa fille ne peut pas avancer plus que ça. Donc il y a tout un travail absolument colossal à mettre en place, qui s'appelle, même si je vois qu'il y a une tendance à faire les choses de façon bâclée, être capable de distiller une image positive à son enfant, à la personne qui est en face de moi, je sais que tu es capable. L'encourager par rapport à ça. Et même si plusieurs fois, elle a montré une nature de ne pas être, ben petit à petit, si je crois en elle, la personne pourra s'accrocher à une image moins déficiente d'elle-même. Ça, c'est la dynamique de l'image de soi. Moshe Rabbeinu nous renseigne sur le premier fondement essentiel de la relation par rapport à une oppression. Une oppression avec quelque chose que vous n'avez pas dit, mais dans l'oppression, il y a quelque chose qui est répétitif. Il y a quelque chose qui est toujours enchaînant parce que finalement, je me retrouve toujours devant la même impasse. J'ai envie de faire ça, et puis d'un coup, je sens qu'il y a mes vieux démons qui remontent et mes échecs permanents qui remontent, qui fait que j'y arriverai jamais.
Le secret de la sortie d'oppression, c'est gommer les centaines de scénarios qui ont prouvé une zone d'oppression. Je décide dans ma tête de voir autre chose, d'inventer un nouveau scénario par rapport à cette zone d'oppression. Cette personne me gêne et on donne ses conseils même au niveau de la psychanalyse. J'ai vu un article il n'y a pas très longtemps qui disait que quand tu rencontres une personne avec laquelle tu as fait un entretien ou tu as fait un business et c'est mal passé. C'est mal passé dans lequel il t'a tout simplement dominé. La prochaine fois que tu le vois, la personne, tu le vois presque en bégayant. Parce que tu te rappelles de la modalité avec laquelle vous avez réglé un conflit, vous avez réglé une affaire, et tu as l'impression que tu ne pourras pas échapper au même schéma. Et donc, on envisage le monde de la répétition. Les psychologues donnent comme conseil, mais on voit ça chez Moshe Rabbeinu bien avant, c'est dire, ce qui va se passer là maintenant est une nouvelle occurrence de ma relation à la vie, qui a été dictée par Hachem. C'est pas parce que j'ai les mêmes ingrédients, lui et moi, elle et moi, que forcément nous allons vivre le même type de blocage. Donc, la première des puissances de Moshe Rabbeinu, c'est cette faculté de porter un regard vierge dans le marasme de la répétition des moments d'oppression. Ça, c'est la première. Deuxième moment, on a dit la première chose, c'est l'empathie. Deuxième chose, c'est la puissance du regard vierge. Ça, c'est marqué dans le texte. Troisième chose, et là, c'est le génie de Rav Forman qui nous dévoile ça. Rav Forman va dire un truc assez incroyable. Cette révélation de Moshe Rabbeinu qui est finalement suscitée par Moshe Rabbeinu parce que il a eu cette faculté de porter un regard vierge sur la vie. Alors Hachem lui dit, tu sais quoi, Banco, je veux que tu viennes libérer les Juifs. À partir de ce moment-là commence un dialogue entre Moshe Rabbeinu et Hachem, un dialogue qui va avoir 5 moments. Première des choses, Hachem se présente comme étant, je vous l'ai marqué ici en bleu, on va analyser chacun des strophes. Je suis la divinité de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. Première des choses d'Hachem. Deuxième des choses, Hachem dit à Moshe, je serai avec toi. Troisième des choses, Moshe demande, mais tu veux que je sois mandé pour aller parler aux Juifs? Mais s'ils me disent quel est son nom, réponse d'Hachem, je suis l'Éternel, Eyé Hacher Eyé, je suis l'invariable. Quatrième niveau de discussion, Moshe dit, mais qui me dit qu'ils vont me croire? À ce moment-là, Hachem lui répond, eh bien, s'ils n'ont pas croyance en toi, s'ils sont sourds à la voix du premier prodige, ils devront céder à la voix du dernier. Hachem lui transmet, je vous ai dit, des prodiges, c'est-à-dire le fameux bâton qui se transforme en serpent. Il met sa main qui se transforme en lèpre. Donc il lui montre qu'il a un artifice de prodige pour convaincre les béné Israël. Et dernière chose, Moshe s'exclame auprès d'Hachem, attends, je crois qu'il y a une erreur de casting. J'ai absolument aucune chance d'être un leader puisque je suis un bègue. On a rarement vu des bègues. Bon, il y en a qui tentent sa chance ici en France, je ne sais pas s'il pourra encore une fois le faire, mais on a rarement vu des bègues qui sont suffisamment charismatiques pour mener un peuple. Et Moïse dit à l'Éternel, de grâce Seigneur, je ne suis habile à parler ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Réponse du Seigneur. L'Éternel lui répondit, qui a donné une bouche à l'homme, qui fait muet aux sourds, clairvoyant aveugle, si ce n'est moi l'Éternel. Point. Il y a ici 5 niveaux de dialogue. Le Rav Forman fait une remarque absolument magnifique qui va être la clé de compréhension de ce qui se trame ici. Il dit que ça se passe dans le séné. Le séné en hébreu, c'est le buisson. Et le séné s'écrit Samer Nunehe et nous rappelle étrangement un épisode ultérieur qui s'appelle le Sinaï. Séné, Sinaï, Salomon, Sliman, ouais, c'est un peu la même consonance. Sauf que séné finit par un He et Sinaï finit par un Yud. Et le He a valeur numérique de 5, comme ces 5 éléments de dialogue. Et le Yud a pour valeur numérique le 10, comme les 10 commandements. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on veut faire ce lien hypertexte, le Rav Forman. Il y a dans le dialogue entre Moshe et Hachem qui mettent devant nous finalement 10 paroles, une question, une réponse, une question, une réponse, une question, une réponse.
Il y a un passage donc de ce dialogue à un monologue qui s'appelle les 10 commandements et un monologue qui va être fait justement de 10 principes. Donc il y a ici, ce qui est le plus important à comprendre, Moshe a sécrété l'intervention d'Hachem, premier élément. Deuxième élément, le questionnement de Moshe va permettre d'accoucher les 10 commandements. C'est ça qu'il faut comprendre dans la trame, dans la lecture de la trame qui se passe sous nos yeux. Maintenant, ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'il y a 5 niveaux de questionnement de Moshe Rabbeinu, qui sont justement les questionnements existentiels d'un individu qui se sent opprimé par la vie. Alors lui, Moshe Rabbeinu, est le représentant du peuple, mais ça va nous servir à titre individuel. Il y a 5 niveaux de questions, on a évoqué donc pression sociale, pression physique, pression sentimentale, pression, toutes les formes de pression. En fin de compte, les 5 questions existentielles sont des questions qui sont liées à la recherche de liberté d'un individu, c'est-à-dire sortir de son oppression. On va analyser ensemble les 5 niveaux d'oppression. Mais pourquoi Moshe là, il est dans l'oppression? Il n'a pas eu plus l'esclavage. Moshe Rabbeinu, alors très bonne question, excellente question, mais c'est intéressant. Moshe Rabbeinu vit un peu en parallèle avec le peuple juif. Il a connu une phase de gloire dans le palais de Pharaon. Il est maintenant wanted par toute l'armée égyptienne. Et Pharaon a très bien compris que finalement c'est lui le Mashiach. Donc c'est l'homme le plus poursuivi du monde. La personne qui va être le plus oppressée du monde, c'est lui. Donc il vit ce même niveau d'oppression, une oppression physique, une oppression de l'histoire, une oppression de ce que tu veux. Donc il vit à titre individuel ce que vivent ses frères au niveau collectif. Il a pris le risque de tuer un Égyptien. Il a pris le risque d'interférer auprès des Juifs. Donc il est finalement partie prenante totale du peuple juif. Certes, il n'est pas dans les briques, mais il vit un épisode complexe de sa vie. C'est pas évident ce qui se passe ici. Il sait très bien qu'on l'attend en tournant. Et demain, lorsqu'il retournera en Égypte, il sera une personne qui sera mise à mort. Donc lui aussi, il a la pression de son histoire. Il est sous pression. Maintenant, à partir de là, regardez. Il y a un ordre dans toutes ces notions de pression. On pourrait, si vous voulez, et regardez comment c'est magnifique juste au niveau des parallèles, je vous ai marqué dans le document ce qu'il a fait par Rav Forman, donc j'ai juste repris ce qu'il a fait. C'était en fait écrit, c'est une conférence de Rav Forman qui a été écrite par un ami qui s'appelle Nati Riahi, qui a écrit un blog de Rav Forman magnifique, qui a écrit un site magnifique qui s'appelle Alpha Beta. Vous venez de le voir, c'est magnifique ce qui se passe. Enfin, ce sont des personnes qui arrivent à redonner un engouement de l'étude de la Torah de façon magnifique, ça vaut vraiment le détour. Donc, c'est une petite dédicace pour toi, Nati. Et voilà. Alors ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, regardez comment c'est magnifique au niveau des paroles. Regardez le parallèle. Hachem se présente dans le buisson à Moshe. Anochi Hachem Eloké Avicha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dieu de Abraham, de Isaac, de Yaakov. Et comment commencent les 10 tables de la loi? Par les 5 premières. Anochi Hachem Eloké Avicha, Bet Avadim. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. On a un parallèle entre la première parole et le premier commandement. Deuxième chose, Hachem garantit à Moshe une protection rapprochée. Ki eye imecha. Que dit le texte du deuxième commandement? Loye lecha elokim achedim alpanai, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul protecteur, il n'y a pas un autre Dieu. Regardez le troisième parallèle. Lorsque Moshe demande, mais comment je vais te présenter auprès des béné Israël? Famroulima Shemo, quel est son nom? Ça correspond au troisième commandement, Lotissa Hachem Hachem Elokecha, tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge. Problématique du nom. Quatrième niveau, Moshe lui demande des signes probants. On va expliquer pourquoi. De la présence de Dieu avec ses miracles, en veux-tu, en voilà. Il demande un hot. Un hot, ça veut dire un signe. Quel est le quatrième commandement? Hot il olam, le Shabbat est considéré comme un signe, une alliance entre le peuple juif et le clan d'Israël, et Hachem et le clan d'Israël. Dernière dimension qu'on va explorer ensemble évidemment. Il dit mais je ne peux pas y avoir de casting avec kaved la shot avec kaved p. Je suis bègue et je suis lourd avec une langue embarrassée. Le dernier commandement commence par kaved et tavicha, tu honoreras ton père et ta mère. Évidemment on ne comprend pas très bien le lien entre le fait d'être bègue, d'avoir la langue lourde et de donner du poids à ses parents. Mais ce qui m'intéresse juste pour l'instant, c'est le parallèle. Alors, le point que je voulais vous dire maintenant est le suivant. Les premières des choses qui embarrassent Moshe, et je pense que c'est ce qui embarrasse tout individu,
C'est lorsque dans la vie, tu es sous une oppression quelconque. Tu peux te poser la question, mais je crois en Dieu, certes, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça rime à quoi? Maintenant, je suis dans la panade. Pourquoi il ne me sort pas de là? Ça, je pense que c'est le premier élément d'oppression d'un individu. Ça veut dire, je sais théoriquement qu'il y a un bon Dieu, mais so what? So what? Pour l'instant, je suis dans la panade. Premier élément. Et vous allez voir que petit à petit, ce sont des éléments qui sont que des écrans. C'est pas ça le fond du problème d'un individu. On va voir que c'est pas ça le fond du problème. C'est pas ça qui l'agite le plus. Mais c'est quelque chose qui pourra mettre en paravent en disant, ok, je crois en Dieu, mais j'ai une épreuve maintenant. Et j'avoue que j'ai du mal à y croire. Non, ok, il a créé le monde, tout ce que tu veux, mais j'ai pas l'impression qu'il est présent. Réponse d'Hachem, c'est ça qu'il faut voir dans la réponse. Anochi Eloké Avikira, je suis le Dieu de ton père, et pas que. Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Et j'ai un lien particulier avec Avram, le monde du Chesed, avec Yitzhak, le monde de la rigueur, et avec Yaakov, le monde de la vérité. Ça veut dire, c'est pas un Dieu simplement omnipotent, c'est un Dieu qui fait dans la dentelle, en fonction des caractères de chacun des individus. Il y a un lien possible, intime, qu'on peut créer. Et je suis le maître de l'histoire, pas que, Raoul Haïti, et j'ai vu la souffrance des bénis Israël. Ne crois pas que tu es un oublié du bon Dieu. Et toi, dans ta démarche, j'ai mal, et je ne sais pas à quoi ça sert de croire en Dieu, je peux y croire, mais so what? Réponse, reconnecte-toi avec la vraie croyance en Akadosh Baruch Hu, une croyance qui est le maître de l'histoire, dans toute sa précision, qui plus est, deuxième élément, il voit exactement ce qui se passe. Pour l'instant, il ne fait rien, mais pour l'instant, il voit. Tu n'échappes pas au radar, primo. Deuxième élément de difficulté, c'est que si vraiment il voit ce que je fais, j'ai l'impression que c'est trop lourd pour moi à porter. Je préfère me dire que Hachem existe, mais il est loin de moi. Parce que s'il est près de moi, alors c'est une information trop dure à porter. Alors pourquoi il ne fait rien? Réponse d'Hachem, qui est Imecha, je serai avec toi, je te garderai, n'aie pas peur. Tu n'as pas à craindre cette proximité avec le bon Dieu. Deuxième niveau. Et ça, c'est dans l'interrogation d'un individu, c'est de dire, mais comment je gère ce rapport au bon Dieu? Et est-ce que je suis vraiment à l'auteur? Est-ce que je suis suffisamment digne pour qu'il me regarde, moi, avec tous mes écarts, avec toutes mes distances par rapport à la religion? Réponse non. Aniyim, je suis avec toi. Je suis en protection rapprochée. Bodyguard. Troisième niveau. Il va y avoir qu'on va aller de l'aspect théorique vers l'aspect le plus profond, le plus existentiel. Troisième niveau, demande Moshe, comment je vais te présenter? Ça veut dire, je peux vivre quelque chose de mystique avec toi, mais comment je peux le faire passer dans mon entourage? Ça veut dire, j'ai beau renouer avec toi, comment je peux transmettre ce maillon autour de moi? Ça veut dire, quel est ton nom? Quelle est la façon dont je vais pouvoir parler de toi? Comment je vais pouvoir t'attraper pour essayer de justifier ma démarche autour de moi? J'ai renoué avec toi, mais comment ça se divulgue? Pas pour faire de la publicité, mais pour justifier ma position. Ça, c'est le troisième niveau. Vamrou limashemo eye asheriyeh. Je suis celui qui sera. Je suis la constance par excellence. Je suis le point invariable, c'est-à-dire que si dans ma vie, je peux vivre un moment intense avec Hachem, mais puisque mon ami à côté de moi ne le vit pas, donc je peux dire que c'est totalement relatif. Et j'ai l'impression dans la vie, plus je vois le monde, plus je dis qu'on est sûr de rien. Toutes les valeurs tombent, toutes les certitudes volent en éclats. Et donc j'ai un grand doute dans ma vie par rapport à ça. Réponse d'Hachem, il y a un point qui reste toujours invariable. Toutes les valeurs peuvent voler en éclats, toutes les mœurs peuvent tout d'abord éclater, mais il y a un élément qui ne pourra jamais bouger, c'est le divin. C'est une sécurité par rapport au lien que je tisse avec Hachem. Quatrième niveau, Akadosh Baruch Hu donne un signe tangible. C'est quoi l'idée du signe tangible? Ça veut dire, tout ça, ça peut rester totalement théorique. Donne-moi une façon de pouvoir palper la présence de Dieu. Donne-moi quelque chose de presque charnel. Réponse de Hachem, je te donne le Shabbat. Hot. Alors, il donne pour l'histoire du bâton
et l'histoire de la main qui va mettre à titre de prodige. Mais l'idée du hôte, c'est-à-dire, on a une trace visible d'une main invisible. Et j'ai quelque chose de palpable. Jusque-là, les 4 premières dimensions pourraient être une réponse à toute forme d'oppression, par rapport à la présence de Dieu, par rapport à son interférence dans ma vie, par rapport à ma possibilité de communiquer ce lien, et par rapport au fait que je puisse vivre quelque chose que l'on peut partager à plusieurs. Jusque-là, c'est répondre de façon mystique à plusieurs degrés d'impression. Ça va mal, ça ira bien. Je trouverai mon mazal tôt ou tard. Je trouverai une parnassa tôt ou tard. Ça, c'est ma dimension purement métaphysique. Dernier niveau qui va être le niveau le plus essentiel et le plus dur. Mon cher Rabbi dit, tout ça c'est bien beau, mais je pense que tu as fait une erreur de casting. Je suis bègue, j'ai aucun charisme, je ne pourrais jamais parler, je ne pourrais jamais faire quoi que ce soit. Réponse de Hachem, elle est incroyable. Hachem lui dit, qui a donné une bouche à l'homme, qui fait muet aux sourds, clairvoyant aux aveugles, et si ce n'est moi, l'Éternel. Tu crois que je ne suis pas au courant des infirmités du monde, des infirmités du monde? Tu crois que je ne suis pas au courant de l'inégalité majeure du monde? Il y a des gens qui sont intelligents, des gens bêtes, des gens forts, des gens faibles, des gens malades. Tout ça, je connais. C'est moi qui ai mis ça en place. Ça veut dire, je suis parfaitement au courant de toute la boîte à outils que tu as. Et avec cette boîte à outils, tu as cette possibilité de perforer. Ça veut dire, l'individu qui se sent oppressé va systématiquement trouver des raisons d'oppression. C'est la faute à ma mère, c'est la faute à la couche d'ozone, c'est la faute à mes frères, c'est la faute à mon éducation, qui fait que je serai toujours enchaîné par rapport à tous ces facteurs qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mon cher Rabbeinu nous apprend ici, certes t'es bègue. Si t'es bègue, t'as aucune chance de rentrer à l'ENA. T'as aucune chance de rentrer à l'ENA. Alors, bègue, c'est pas possible, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi je me rappelle, quand j'étais à Dauphine, j'avais des cours de Alain Mike. Vous savez Alain Mike? Il a eu 20 à l'oral de l'ENA, c'est le seul qui a eu 20 à l'oral de l'ENA, de l'histoire de l'ENA. Brillant, ça, quand il y avait des cours de géopolitique à Dauphine, je me rappelle, extrêmement brillant. C'est ça le profil de l'ENA. Lui, il n'aurait pas eu de problème au niveau du bègue. Mais tu ne peux pas faire ce que tu fais, tu ne peux rien faire. Encore moins devenir leader du peuple juif. Réponse d'Hachem, je sais exactement quelles sont les infirmités du monde. Et je sais exactement que tu es doté de tout ce qu'il faut pour réussir, bien que la pression extérieure, la pression sociale te dit que c'est exactement l'inverse. Tu n'as aucune chose pour réussir. Ça veut dire, je te propose de porter un nouveau regard vierge sur ce que tu as en disant, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour perforer. Et c'est la raison pour laquelle il y a une correspondance entre le principe de Ani Kavet P, j'ai une bouche lourde, et le fait d'honorer ses parents. C'est quoi honorer ses parents? Honorer ses parents, c'est pas lorsqu'ils sont hyper sympas avec moi. Lorsqu'ils ont toujours été tip-top, ils ont su me corriger quand il fallait, et ils ont su me gâter quand il fallait. J'ai eu des parents, mais je t'abarre chez moi. Honorer ses parents, c'est lorsqu'ils t'ont cassé les pieds toute ta vie. Lorsque tu as même vécu la jalousie de ton père et de ta mère. Lorsque tu as même vécu leur volonté de te triander. Il y a une mitzvah d'honorer son père et sa mère. Il n'y a pas marqué de l'aimer, son père et sa mère. C'est pas une mitzvah, ça, de l'aimer. L'honorer, ça veut dire lui faire le café, être à ses petits soins, l'habiller, le vêtir s'il a besoin. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire si tu ne peux plus les voir?